Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal Les Titres, bienvenue. Le président colombien Gustavo Petro a visité la ville de Jacmel ce mercredi dans le cadre du Conseil des ministres binational entre la Colombie et Haïti. Selon Alfred Metellus, ministre de l'économie et des finances, les préparatifs liés à la visite du chef d'État colombien à Jacmel ont coûté 500 millions de gourdes. Ce montant a été utilisé pour rénover plusieurs infrastructures dans la ville. Le CPT a adressé ses félicitations au 47e président des États-Unis, Donald Trump, à l'occasion de son investiture officielle le lundi 20 janvier 2025. Le bâtiment de l'IGPNH devient la base des Guatémaltèques déployés en Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti, selon le président kényan William Ruto. Le chancelier haïtien Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a plaidé en faveur de la transformation de la MMSS dirigée par le Kenya en une force onusienne pour la paix lors d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU mercredi. Et puis le cartel municipal du Cap-Haïtien a annoncé par arrêté que l'orchestre septentrional et le groupe Tropicana d'Haïti sont désormais déclarés patrimoine communal de la ville. Selon la mairie, cette initiative vise à valoriser et préserver le patrimoine culturel haïtien. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, le président de la Colombie, Gustavo Petro, a visité mercredi la ville de Jacmel pour honorer les liens historiques entre Haïti et son pays, ainsi que pour renforcer la coopération entre les deux peuples. Cette ville avait accueilli en 1816 le libérateur Simon Bolivar, alors en quête de refuge et de soutien. Le président haïtien de l'époque, Alexandre Pétion, lui avait fourni des hommes et des ressources qui ont permis non seulement de libérer la Colombie, mais également le Venezuela, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. À cette occasion, Gustavo Petro a visité la maison où Simon Bolivar avait séjourné, ainsi que d'autres sites emblématiques tels que l'avenue Barranquilla, l'ancienne prison et le marché en fer. Lors de la deuxième session de l'initiative présidentielle et gouvernementale, les Mardis de la Nation, le ministre de l'économie et des finances, Alfred Metellus, a fourni des indications relatives aux dépenses réalisées par l'État pour recevoir le chef d'État colombien. Il a révélé que 500 millions de gourdes ont été débloquées par le gouvernement afin de réparer certaines infrastructures dans la ville. Suivons les explications du ministre au micro d'un correspondant de Jacmel, Paul Léon Saint-Jean. Le pays, c'est plutôt l'accès à l'électricité. C'est un pays dans Caraïbes là qui gagne et côté tout l'accès à faible. Seulement 40% de la population a accès à l'électricité. Mais l'autre problème qui est, c'est la collecte, c'est le paiement de l'électricité. Et EDH fait face à ce problème ça. Si nous le prenons, il faut qu'on nous obéisse. Donc, EDH pourrait continuer à bailler, mais si les collègues là faible, la prise de côté, si les collègues là pas faible, c'est subvention de l'État. Et l'État a une autre préoccupation, il y a un autre type de financement. Donc, je garantis qu'on aura le courant et l'électricité et distribution d'électricité Jean-Guy, mais si la population Jacmel, la société civile, investisseurs dans la ville, la mobiliser et avec support pour l'opération, on pourra avoir l'électricité au moins 6 à 8 heures de temps par mois. Il dépend de l'EDH, mais il dépend aussi de comportement de la population. Merci. Le président kényan William Ruto a indiqué que les officiers guatémaltèques déployés dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti établissent leur base à l'ancien bâtiment de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGPNH, situé au Bas-Delma. Par ailleurs, 200 policières affectées dans l'unité SWAT du Kenya seront déployées à la fin de ce mois. C'est le ministre de l'Intérieur kényan, Kipchumba Murkomen, qui en a fait l'annonce. Un autre contingent de 200 officiers kenyans est attendu en février. Kipchumba Murkomen a réaffirmé la volonté de son pays à soutenir Haïti dans la lutte contre l'insécurité.
Médecins sans frontières a rouvert ses portes lundi. Le centre d'urgence situé à Turgeau, Port-au-Prince. Cet établissement a été dysfonctionnel depuis l'incident du 20 novembre 2024. Kaiser Bram, responsable de projet du MSF, a exprimé sa confiance envers le gouvernement qui s'est engagé à sécuriser l'environnement du centre. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Michael Franz Stevens. Je m'appelle Bram, référent médical pour le projet Médecins sans frontières Belgique, ici au CU de Turgeau. Très fier de représenter cette équipe qui a fait tout ce qu'il pouvait pour réouvrir les activités. En effet, donc, suite à un incident au courant de la fin de l'année écoulée, nous avons dû mettre en pause des activités ici dans le centre, comme dans les autres projets de Médecins sans frontières. Et nous avons donc fait certaines démarches auprès des autorités pour nous garantir que nous avons la sécurité qui est spécifiquement mise à mal ces derniers temps sur les transferts en ambulance. On a fait pas mal de démarches également auprès de la communauté et des différents représentants pour nous assurer les garanties de sécurité, leur soutien, mais également leur appel à réouvrir. Il faut savoir que la communauté haïtienne aux alentours est fortement en demande de la reprise des activités ici dans l'hôpital. Nous avons un sentiment très positif, on est très optimiste et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce qu'on va partager avec vous est plutôt dirigé vers l'avenir. On est avec plein d'espoir pour qu'on puisse recommencer nos soins et nos activités. Ce projet a vraiment tout son sens. Comme vous savez, l'accès aux soins de santé en Haïti et surtout dans la capitale est devenu très difficile de façon générale, que ce soit les soins de santé primaires ou secondaires. Mais les différentes difficultés que nous constatons suite à la fermeture de certaines institutions nous concernent directement. Rose Karchmina Dumézil, infirmière responsable de l'urgence, a invité la population à revenir bénéficier des soins offerts par l'établissement. Elle a précisé que les services pédiatriques ainsi que ceux destinés aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux patients souffrant de fractures sont disponibles. Elle a rappelé que MSF offre des soins gratuits et sans discrimination suivie. Dans le centre de urgence Turgeau, nous recevons tout type de cas, nous recevons tout malade, que ce soit petit monde, grand monde, femme enceinte avec complications. Si pas de complications, on a recevoir en fonction de gens les présenter, mais normalement nous recevons femme enceinte avec complications. Nous recevons tout cas et nous pas garder sur appartenance, ni religion, ni sexe, ni genre, aucun malade. Nous recevons maladie et nous comptons pour nous faire le soin. Donc, dans le centre d'urgence et Turgeau, nous avons plusieurs services. Nous avons un service d'urgence, bien sûr, pour adultes avec petit monde. Et puis, nous avons un centre, nous avons une partie qui est plus ambulatoire. Ambulatoire veut dire, malade aller la Cali, il a tourné pour moyen, il a venu dans rendez-vous pour lui faire suivi jusqu'à ce que il guérit, il rétablit. Donc, dans le service ambulatoire, ça, nous recevons malade pour pansement avec malade qui a rendez-vous orthopédie, qui après orthopédiste au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il rétablit. Si malade là, normalement, nous avons l'autre service qui sont service d'observation, pour des malades là qui n'ont pas passé plus que 2 jours. Bon, nous faisons le maximum pour nous faire malade de soins, nous sommes capables. Malheureusement, nous sommes limités et nous ne pouvons pas offrir tout soin non plus. Le mercredi 22 janvier 2025 a marqué la 3e journée de la semaine de l'éducation de la Fondation Odette Wafon-Brun. Lourdia Alphonse, responsable de la communication FORF, a indiqué que cette journée de travail a été réalisée autour de la thématique technologie et éducation pour un équilibre entre l'autonomie et l'indépendance. Cette formation a été présentée par Chesley Piton. Cette journée a été animée par Chesley Piton, dont l'objectif était d'aider les élèves à concilier leur intelligence personnelle avec les avancées de l'intelligence artificielle. Suivons les propos de la responsable au micro de Yasmin Sanon et de Franz Michael Stevens. Hier, l'intervention nous était plus concernée professeurs et parents, comment vous accompagner les gens pour ne pas dépendre de l'intelligence artificielle.
Mais je dis, nous gagnons apprendre avec l'IA sans oublier l'humain. C'est chez Slipiton, nous gagnons comme intervenante et nous gagnons presque 70 timons je dis. Et chez a vraiment essayé d'expliquer qui sont pour même pendant y apprendre ensemble avec toute intelligence artificielle, pendant y utiliser ChatGPT, Google avec toute l'autre intelligence pour ne pas oublier l'interaction, pour ne pas oublier même dans l'intervention. En semaine d'éducation, nous avons des suivis que nous allons faire pour nous vraiment make sure, pour nous assurer que tout ça nous débaille parce que l'objectif c'est toujours éducation parce que c'est fondation pour les 3 femmes pour l'éducation, donc c'est toujours faire propagande, éducation, c'est toujours faire campagne pour l'éducation. Bon, nous avons des difficultés pour nous jeunes élèves parce que il y a un directeur qui dit que ça fait bon, surtout les élèves qui veulent aller dans l'examen, ils disent que ils veulent perdre trop de jours, mais les petits gens qui viennent là, ils apprennent. Et le fait est qu'ils apprennent des choses que ils pas attendre dans la classe. Ce n'est pas chaque jour que y a des petits gens qui pour utiliser téléphone, mais qui pour utiliser ordinateur, mais qui pour utiliser technologie. Ce n'est pas tout le temps dans la classe que les petits gens ça. Donc, bon côté, c'est que vraiment les petits gens sortent ensemble avec un bagage qui aide à utiliser les outils. Puis bien, on façon pour ne pas distraire parce que la technologie est bon côté et mauvais côté. Donc, si vous vraiment apprendre à gérer la technologie pour que je me dise à l'air pour ne pas dépendre. Audi Alphonse, responsable de la communication de la FORF, a annoncé le lancement de nouvelles formations dans le domaine de l'éducation et la distribution de formulaires dans d'autres écoles. Elle a également appelé à la collaboration de tous pour soutenir les efforts de la Fondation dans ce secteur. Suivez. Non, on ne semaine pas suffit. Mais j'aime dire, nous avons des suivis que nous avons fait après ça, nous avons des formulaires que nous avons plusieurs écoles. Et c'est des bails que nous avons fait pendant toute l'année. C'est des formations que nous ne pouvons pas faire formation sur ça pendant toute l'année, mais nous avons toujours joué avec Timonio, nous avons toujours des occasions pour nous parler avec Timonio et accompagner. Bon. Fondation Odette Roy Fondre pour l'éducation là depuis 2007 et la travail pour les supporter l'éducation mais gens nous capables avec ressources qui limitées et nous avons actuellement un programme parrainage scolaire. C'est un programme ça que nous accompagnons Timonio, que nous faisons formation pour eux et que nous payons scolarité autour. Donc si on veut supporter, il est capable toujours monter sur le site Fondation ou bien visiter Fondation sur les réseaux sociaux et puis prendre contact avec nous pour connaître qui j'en cas supporter pour travailler là aller plus loin. Non, Fondation a 3 piliers qui c'est éducation, compétition et puis patrimoine. Donc c'est sur 3 points ça que nous-mêmes nous intervenons. Le parti politique Collège national des démocrates CND a exhorté les secteurs à organiser un dialogue national afin de résoudre la crise persistante qui sévit dans le pays. Blonage Innocent, secrétaire général du parti CND, a fustigé l'inaction du pouvoir en place qu'il accuse de n'avoir pris aucune mesure concrète pour améliorer les conditions précaires de la population. Suivez-le au micro d'Aubert Charles et de José-Philippe François. Nous voulons exiger tout acteur politique, secteur privé, secteur économique, société civile, qui est impliqué dans l'insécurité pays à vivre là. Dans l'année 2025, nous-mêmes, dans le CND, nous voulons exiger un processus de négociation pour la paix durable en Haïti. Mais avant tout, nous avons profité, saluer la police et battre bravo dans le contentement pour récente arrestation qui fait le dernier jour. Parmi les Magali habitants à Profel Victor, qui sont des personnalités qui ont implication dans sa pays à vivre, journée aujourd'hui. Et nous continuons à demander la police pour ne pas camper, continuer sur même lancer ça. Mettez la patte sur les politiciens, les gars cravate, les sans cravate, qui ont implication et qui finit avec l'image paysanne pour ça nous représenter comme nation. Et je dis, nous avons besoin de sécurité dans le pays pour l'activité retourner. Nous avons besoin de sécurité parce qu'il faut que nous soyons capables de circuler librement. Il faut que les gens soient capables de retourner à l'école. Il faut passer 1 million de familles qui sont dans la rue capables de retourner à la caillou. Il faut que la moitié de la population qui est dans la misère atroce, grand gros misère et chômage, capable de manger pour manger. Il faut tout. Élection, référendum, et bien capable de réaliser la participation de la population, ce n'est pas avec division, avec petit groupe, pas nous. Le pays a besoin de tout petit trio en rassemblée pour nous réaliser le processus de négociation pour la paix ensemble.
côté, le président du parti CND, Gary Antoine Civil, a invité les membres du secteur privé ainsi que la classe politique à engager des négociations susceptibles de trouver une solution adéquate. Ses propos. Il n'est pas normal, tout le monde, ouais, côté pays, en aller, mais nous d'accord prendre même chemin avec le monde qui travaille seulement pour gazer rêve toute une nation. La paix est possible en Haïti, mais c'est seulement la paix qui peut sauver le pays. C'est peut-être ça. Nous faisons appel à tout Haïtien, société civile, à tout secteur qui est impliqué dans l'insécurité politique et conflit armé dans le pays. Pour entrer dans une réflexion nationale, sous nécessité pour nous gagner un dialogue franc, honnête et transparent entre Haïtiens avec Haïtiens et pour Haïtiens, pour nous arriver joindre ensemble un agenda qui permet de nous négocier un accord pour la paix durable en Haïti. Monsieur le Président de Transition, Leslie Voltaire, le Collège national des démocrates a fait 2 propositions. Soit le gouvernement prend toute responsabilité et disposition légale pour encourager un processus de négociation pour la paix durable avec tout secteur qui est impliqué dans l'instabilité politique et conflit armé dans le pays. Ou bien, si vous n'avez pas de volonté pour encourager à cause ça, que nous-mêmes dans CND avons proposé, eh bien, nous avons exigé au gouvernement de prendre toute responsabilité à l'autorité pour résoudre le problème d'insécurité dans le pays. Parce que nous, nous ne sommes pas capables encore et nous voulons récupérer la paix nous et la liberté nous. La Fondation Culture Création a annoncé la 3e phase du projet portant sur l'éducation à travers les arts, mardi de la commune de Kinskov. Cette initiative qui vise à promouvoir la culture dans les écoles a été présentée par Colette Perraudin-Armanta. Madame Perraudin a présidé que 3 écoles de la commune bénéficieront des formations en arts, plastique, théâtre, etc. Suivons ses propos au micro de Yasmin Sanon et de France-Michael Stevens. C'est ainsi qu'en 2007, nous avons lancé un projet Éducation par les arts qui a commencé à Port-au-Prince et on a travaillé avec une trentaine d'écoles et on travaillait directement avec les élèves. Dans plusieurs disciplines, on est sûr que les enfants allaient rester avec la possibilité de mieux connaître leur culture. C'était ça l'important. Maintenant, au fil des années, ce projet a évolué. Puis, les arts dans les écoles, on s'est rendu compte à partir des appels qu'on recevait des écoles qui nous disaient qu'ils n'avaient pas de professeurs d'art, donc d'essayer de leur trouver des professeurs. Donc on aille directement vers les écoles et faire une formation pour les éducateurs et pour les directeurs d'école. L'objectif de ce projet, c'est le même projet, mais de cette étape-là du projet, c'est de contribuer au développement de l'enseignement des pratiques artistiques et culturelles dans le système éducatif haïtien, formel et non formel, et appuyer le déploiement de programmes éducatifs et culturels dans les établissements scolaires. Monter toute une série de formations qu'on appelle les rencontres éducatives et culturelles. On invite des écoles à non seulement participer le personnel administratif comme le personnel enseignant, et nous faisons 2 formations en même temps. Johnson Cherry, responsable du projet, a ajouté que le programme inclura divers groupes cibles, notamment les professeurs, les élèves et le personnel administratif des établissements scolaires concernés. Suivez. Donc un projet éduqué par les arts, eh bien, ça apporte un souffle nouveau pour aider les élèves, les enseignants, le personnel éducatif à apporter une contribution significative auprès de cette population qui est en détresse, de cette population qui ne sait où mettre la tête. Le projet éduqué par les arts comprend plusieurs aspects. Dans un premier temps, il s'agit d'élaborer des contenus pédagogiques pour faciliter l'enseignement des arts et de la culture dans les établissements d'enseignement. Un autre élément important, c'est surtout la formation du personnel de direction et administratif. Il ne s'agit pas pour la Fondation Culture Création
d'exécuter le projet pour les écoles, mais c'est de former les écoles à prendre en charge, à gérer ce projet. Mais aussi, on va former le personnel de direction pour pouvoir gérer. Non seulement il va prendre conscience du programme, tout ce qui est de l'ingénierie, mais aussi ils pourront mettre en œuvre et ça dans leurs propres écoles. En troisième lieu, il y a aussi la formation de personnel enseignants et éducateurs socioculturels, mais qui vont recevoir une formation et sur les différentes matières dont nous venons de parler. Et en quatrième lieu, il y a aussi un aspect financier parce que et quand même pour mettre en œuvre ce projet, on va devoir également accorder un fonds aussi à ces différentes entités-là pour qu'ils puissent développer des programmes artistiques et culturels dans les différentes écoles sélectionnées. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.